Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Didier Haberli, pratiquant de l'Ayurveda. Didier nous présente cette médecine traditionnelle indienne et ses principaux concepts. Sa façon de l'aborder sort des sentiers battus et s'abstient de toute démagogie. En effet, il voit en ce chemin une façon d'apprendre à faire confiance à son corps et prendre l'autonomie dans le rétablissement et l'entretien de sa santé. Plutôt que de s'épuiser à lutter dans une quête de Sisyphe pour atteindre un équilibre utopiste, il nous invite plutôt à embrasser le mouvement et à entrer dans la danse de l'univers, quitte à se laisser parfois emporter par l'un ou l'autre des éléments essentiels. Nous discutons aussi de sa vision de la pollution de l'Ayurveda par rapport à l'hygiène mentale et de quelques conseils à appliquer dans notre vie de tous les jours. Un retour aux sources, celles en soi et celles d'où jaillissent les connaissances ancestrales. Bonsoir Didier, bienvenue sur ce podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu pratiques l'Ayurveda, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous présenter cette discipline ? Alors, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. C'est la science de la vie, littéralement, c'est la traduction d'Ayurveda. La science de la vie, faut bien comprendre que c'est pas forcément une logique de médecine à tout prix, et que nous utilisons l'Ayurveda pour comprendre comment on fonctionne personnellement et éventuellement se soigner. Mais l'Ayurveda, c'est d'abord une grille de lecture de la vie, de tout ce qui est vivant, donc les animaux, les végétaux, les minéraux et l'univers d'une manière générale. Donc moi, j'aime bien l'idée de commencer par dire ça pour donner un peu le champ global de tout ce que ça englobe. Voilà. Et du coup, la philosophie sous-jacente derrière cela, il y a des concepts clés que tu pourras nous présenter rapidement ? Ouais, bien sûr. Comme le yoga, comme d'autres approches comme ça, tout est axé autour de la compréhension des 5 éléments. Alors, je vais les nommer un par un. Je vais les dire en français et en sanskrit, même si le français c'est très réducteur par rapport au sens réel et complet, comme toute traduction, hein. Tout traducteur trahit, mais c'est particulièrement important de le dire quand on parle des 5 éléments. Le premier des 5 éléments, c'est Akasha, c'est l'espace. Donc Akasha, l'espace, c'est ce qui permet au reste d'exister. S'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas de place, il peut pas y avoir ni manifestation de matière, ni manifestation de chaleur, ni manifestation de quoi que ce soit de vivant. Donc c'est la condition sine qua non pour toute expérience de vie. Voilà, aussi grande ou petite soit-elle, sans limite. Le second, c'est Vayu, c'est maladroitement traduit par air, l'air. Évidemment que le gaz fait partie de Vayu, tous les gaz font partie de Vayu. Mais Vayu, on peut imaginer que c'est plutôt tout ce qui est déplacement, mouvement. Le sang qui circule, même s'il n'y a pas d'air dedans, c'est quand même Vayu qui est responsable de ce mouvement. Le sang lui-même, c'est plutôt un liquide, mais le mouvement du sang dans le corps, c'est Vayu. Une rivière qui coule ou une cascade, ou la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est Vayu principalement. À l'échelle moléculaire, je peux déjà parler de ça parce qu'on a parlé des 2 premiers éléments. Il y a énormément d'espace et il y a énormément de mouvement. Donc finalement, dans n'importe quel atome, on va trouver énormément de Akasha, énormément d'espace et énormément de Vayu, énormément d'air, de déplacement, de mouvement. Le troisième, là on commence à rentrer dans une logique de vie puisque c'est la chaleur. Sans chaleur, on ne peut pas envisager quoi que ce soit de vivant. De la chaleur, il y en a partout, même dans l'espace. Donc on appelle ça Agni, je ne l'ai pas dit en sanskrit, mais c'est Agni, le troisième élément. Puisqu'il y a Akasha, puisqu'il y a l'espace, il y a du mouvement possible. Et puisqu'il y a des mouvements, il y a forcément friction, aussi infime soit-elle, donc il y a forcément chaleur. Alors sur Terre, il fait entre moins 60 et plus 60. Dans l'espace, on est beaucoup moins chaud. Je dis volontairement moins chaud que plus froid. Tout est relatif, mais même quand il fait moins 200 degrés Celsius, il y a encore une production de chaleur.
même si elle est moindre qu'aujourd'hui en France au mois de juillet. Voilà, donc Agni, c'est la clé de tout ce qui est transformation. Donc c'est la chaleur, mais aussi transformation et gestion de la température. Et discernement. Il y a aussi, dans Agni, il y a cette notion plutôt grossière de chaleur et plutôt subtile de lumière. Si on ramène ça au corps humain, notre corps est constamment à 37 degrés. Donc ça, c'est le côté plutôt matière et chaleur de Agni. En revanche, la digestion fait partie aussi de ce côté chaleur. En revanche, tout ce qui est perception, la vision, l'intelligence, le discernement, c'est-à-dire que quand on mange quelque chose, c'est bien Agni qui va dire ça part à droite, ça part à gauche. D'accord? Donc ce côté moins chaleur mais plus lumière, là c'est Agni aussi mais plus subtil. On peut, d'une manière très concrète, si on a des ampoules électriques à la maison, elles produisent beaucoup de lumière et un peu de chaleur. Un radiateur, il produit très peu de lumière mais beaucoup de chaleur. Et Agni, c'est le mélange de tout ça. En tout cas, on peut pas avoir que de la lumière sans chaleur, on peut pas avoir que de la chaleur sans lumière. Voilà pour le troisième élément. Agni, il est central, c'est le troisième sur 5. Et c'est le seul qui est chaud. Le quatrième élément, c'est Jala, c'est l'eau. Donc tout ce qui est liquide. Donc là, on rentre vraiment dans la matière. Il y a moins d'aspects subtils que la matière liquide. On va pas détailler trop. Et le dernier des éléments, c'est Prithvi, c'est la terre. Donc là, on est vraiment dans la matière concrète. Dans un arbre, il y a un peu de sève, mais il y a beaucoup d'éléments de terre. Il y a beaucoup de matière solide. Dans le corps physique, on a le squelette qui est composé principalement d'éléments de terre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la base. Les 5 éléments, ils sont communs à toutes les philosophies indiennes. Le yoga en particulier, on travaille aussi sur ces 5 éléments, mais ça, c'est la base de tout en Ayurveda. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, tu l'appliques vraiment dans tout ton environnement, que ce soit, par exemple, en admirant un paysage ou en rencontrant quelqu'un. Est-ce que tu décernes un petit peu ces 5 éléments? Est-ce que c'est la proportion? C'est ta grille de lecture vraiment de ton monde? Alors, on a parlé des 5 éléments parce que c'est vraiment le fondamental. Il y a un autre concept clé en Ayurveda, c'est les 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha. C'est assez long à développer et là, je pourrais pas faire comme je viens de faire avec les 5 éléments, de les résumer en 3 minutes. Mais en tout cas, c'est les 3 doshas, ce sont les intelligences du corps qui vont gouverner toutes les fonctions du corps. Et ces 3 doshas utilisent les 5 éléments. Donc, en Ayurveda, communément, on parle moins des 5 éléments, mais plus des doshas. Mais en réalité, quand on parle de doshas, c'est forcément sous-jacent qu'on parle des 5 éléments. Mais pour répondre précisément à ta question, quand on rencontre quelqu'un, quand on se promène dans la nature, ou même en ville d'ailleurs, mais ça demande un peu plus de discernement, mais même en ville, on voit les 5 éléments, on voit les 3 doshas, principalement chez les gens, mais aussi dans la nature, dans les arbres, etc. Et effectivement, bon, moi ça fait 10 ans que je fais de l'Ayurveda, c'est pas énorme, mais en tout cas depuis 10 ans, j'ai intégré une manière d'appréhender mon quotidien personnel. Il y a forcément un travail majeur d'introspection, mais il y a aussi l'observation de l'extérieur. Comme tu l'as dit, quand on regarde un arbre, on va voir s'il y a plutôt tel ou tel élément. Le même arbre, l'été et l'hiver, il n'aura pas les mêmes éléments dans les mêmes proportions en tout cas. Mais j'aime bien l'idée que dans chaque cellule, dans chaque atome, dans chaque chose, on a les 5 éléments. Voilà. Dans chaque atome, on a les 5 éléments. Et donc, il y a les 5 éléments partout, mais pas dans les mêmes proportions. Entre un chêne massif et un saule pleureur, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même énergie. Il y en a un qui a plus de matière, l'autre qui a plus d'espace. Voilà. Donc, au quotidien, bien sûr, dans ce qu'on mange, dans le lit sur lequel on dort, dans les émotions qu'on peut vivre avec les gens, on peut considérer les 5 éléments. Une énergie d'amour, c'est une énergie où il y a plutôt l'élément eau. Une énergie de colère, par exemple, une émotion de colère, il y a l'énergie feu, il y a l'élément feu dedans. Donc tu vois, il y a toujours ce côté du très grossier au très subtil qui se conjugue à chaque instant autour de nous. Et c'est passionnant de voir ça comme ça parce que, étonnamment, il y a une certaine objectivité et un certain recul qui est inévitable quand on observe la vie. J'allais dire la nature, mais la nature, on a l'impression que c'est les petits oiseaux dehors. Donc c'est un mot que je me méfie quand on l'emploie en fonction du contexte. Mais quand on observe tout ce qui est vivant,
effectivement, il y a les 5 éléments et on peut jongler avec ça au quotidien, pour nous et pour l'Ayurveda au sens large. D'accord. Et le but, c'est d'avoir vraiment une part égale de ces 5 éléments ou de tendre vers cela, ou alors il y a peut-être des mélanges qui sont plus appropriés pour certaines personnes ou pour d'autres personnes. Enfin, c'est quoi un petit peu l'objectif derrière tout ça, si on peut parler d'objectif? Ouais, ça c'est la question clé. Je pense que tu as vraiment posé le doigt sur la question principale. J'ouvre une petite parenthèse. Si je m'écarte trop, je te laisserai me ramener à la question que tu viens de poser, mais je pose un peu les bases. Euh, alors si on est strictement sur le côté bien-être et santé de l'Ayurveda, hormis l'introduction qu'on vient de faire, l'idée de l'Ayurveda, c'est pas de soigner les gens. L'idée de l'Ayurveda, c'est de redonner à sa nature son pouvoir naturel d'auto-guérison. Mm. D'accord? Sous-entendu que naturellement on va bien, et naturellement on est heureux, et naturellement on est en bonne santé. Oui. Et, euh, et grâce aux 3 doshas, Vata, Pitta, Kapha, et grâce aux 5 éléments qui sont en harmonie constamment. On a plus d'éléments Agni l'été et on en a moins l'hiver. Forcément, il fait plus chaud l'été et moins chaud l'hiver. Euh, le but de l'Ayurveda, c'est pas d'équilibrer les 5 éléments. On peut pas avoir autant d'eau que de feu, c'est pas mesurable, ça a pas de sens. En revanche, on a tous une constitution euh, unique qui est, pour le dire très vite, c'est effectivement, c'est un peu maladroit de dire ça, mais on peut dire que c'est la proportion des 5 éléments qu'on a à chacun de nous. On a une configuration, euh, une matrice unique de nos 5 éléments. Et on ne peut pas le chiffrer, on ne peut pas le nommer vraiment. En revanche, on peut constater que quand on s'expose au soleil, est-ce qu'on va mieux ou est-ce qu'on va moins bien? Est-ce que quand on boit beaucoup d'eau dans la journée, est-ce qu'on se sent mieux, est-ce qu'on se sent moins bien? Etc., etc. Donc l'idée, c'est à chaque instant, avec tout ce qui interfère sur notre santé, donc par l'extérieur, la nourriture, les éléments extérieurs, le climat, les relations sociales, nos activités, tout ce qui interagit avec notre métabolisme, on va essayer de trouver les éléments qui nous manquent et ceux qu'on a potentiellement trop. Et là, au quotidien, on va manger un peu plus de ça, un peu moins de ça. En ce moment, il fait chaud, on mange plus de salade. D'accord? On mange que des éléments qui n'ont pas Agni à l'intérieur. Mm. L'hiver, on va favoriser les éléments qui ont Agni, puisqu'on va manquer d'Agni et on va chercher à en ajouter. L'été, il fait chaud, il fait 30 degrés, et on n'a pas besoin d'ajouter Agni, très peu. Et donc, on D'accord. va interagir comme ça. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir de quoi on a besoin? Il y a 2 choses. Il y a intellectuellement la compréhension de l'Ayurveda, la compréhension des 5 éléments et des 3 doshas, et après la compréhension de notre propre constitution, qu'on détermine avec l'expérimentation, et d'une manière plus simple et complémentaire, l'intuition. Un enfant, il sait quand il a faim ou pas. Il sait Mm. s'il veut manger de la salade ou du pain. Et nous, on a des croyances, on dit, mais si, il faut manger des légumes tous les jours. Peut-être que les enfants, ils n'ont pas besoin de légumes tous les jours, on n'en sait rien. Et les enfants le savent. Et avec les conditionnements qu'on a dans l'éducation qu'on a reçue, et par la même occasion celle qu'on donne à nos enfants, on va inévitablement interférer sur leur intuition naturelle de bien-être. Un enfant, il va manger ce qui est bon pour lui, il va pas chercher à faire n'importe quoi, naturellement. Et donc, le but de l'Ayurveda, c'est un accompagnement à cette intuition naturelle. Alors, d'abord, ne pas la réprimer, la laisser s'exprimer, et ensuite la cadrer si besoin, s'il y a trop d'émotions ou trop de mental qui viennent empêcher l'intuition de s'exprimer et d'être lue. Voilà, je pense que c'est ça l'idée principale de l'Ayurveda. Est-ce D'accord. que je suis revenu à la question que tu as posée au départ? Oui, non, enfin, du coup, pour moi, pour résumer, si j'ai bien compris, c'est plus au final se laisser porter par la danse entre les 5 éléments plutôt que de vouloir à tout prix les mettre à part égale et puis réprimer certains, alors que c'est pas vraiment dans notre nature, si je résume ici. J'ai C'est bien compris ta exactement pensée. ça. C'est D'accord. exactement ça. Ouais. Enfin, une question que je me pose, c'est que parfois, c'est pas forcément évident d'être à l'écoute de son corps et des messages qu'il nous envoie. Enfin, toi, tu aurais peut-être des astuces concrètes pour apprendre à se relier à cette intuition corporelle? Oui, alors, oui, oui, bien sûr. L'idée de l'Ayurveda, c'est quand même de quelque chose de profondément individuel. Donc, chaque personne a des besoins différents. Mm. D'abord par sa constitution, qui est unique, et d'autre part par son histoire. Quelqu'un qui a 50 ans,
qui n'arrive pas à se connecter avec cette intuition, c'est pas probablement parce qu'il a trop de conditionnement qu'il vient de recouvrir. Donc, on croit souvent que quand on n'est pas bien, quand on est fatigué, quand on est malade, il nous manque quelque chose. Alors on prend des médicaments, on prend, euh, on prend plein de choses, on prend des compléments alimentaires, etc., etc. En Ayurveda, on aime bien l'idée que 9 fois sur 10, c'est l'inverse. Quand on va pas bien, c'est qu'on a quelque chose en trop. Les conditionnements dont on vient de parler font partie de ça. Peut-être qu'on mange trop. Peut-être que on a trop de sollicitations des cinq sens. Alors le cerveau sature et si comme t'es prof de yoga, tu connais Rajas et on augmente Rajas, on augmente l'énergie Rajas de mouvement, d'action et on perd cette connexion naturelle. Donc, si je pouvais donner un conseil qui pourrait s'adapter à tout le monde, la première étape, ça serait avant de changer quoi que ce soit, vraiment, vraiment, ça peut prendre des années. Le premier conseil, c'est comprendre qu'on est conditionné à 100%. Voilà. Observez. Ne changez rien. Observez que pourquoi on se met en colère dans telle situation. Pourquoi on mange ça et qu'on aime bien le fromage. Pourquoi toutes ces choses-là, ce ne sont que du conditionnement. À 99,9%. Donc, première étape, comprendre qu'on est conditionné. Et c'est pas un défaut d'être conditionné. Là, on est en train de parler en français, c'est clairement du conditionnement. Quand on dit bonjour à notre voisin quand on le croise, c'est du conditionnement. D'accord? On voit une carotte, on sait qu'on a mangé une carotte il y a un an et puis qu'on a bien aimé, on sait qu'on va aimer. Donc on va remanger la carotte, tout ça c'est du conditionnement. Donc voilà, première étape, comprendre qu'on est conditionné à 100%. Deuxième étape, s'il n'y a pas de maladie avérée, s'il n'y a pas un traitement nécessaire, enlever tout ce qu'on peut enlever. Se mettre à poil, se déshabiller complètement, et après, reconstruire petit à petit. Donc là, je fais allusion quand même principalement à la nourriture. Ça veut pas dire partir sur un jeûne de 3 semaines sans préparation, mais ça veut dire peut-être, ok, je mange des yaourts tous les jours. Qu'est-ce qui se passe si j'en mange pas? Ah, je bois du café. Le café, ça m'empêche pas de dormir. Bon, qu'est-ce qui se passe si j'en bois pas? Est-ce que je vais moins bien? Est-ce que je vais mieux? Et là, on va bouleverser des choses. Il y aura des moments, une personne qui va faire à la lettre ce que je suis en train de dire, il y aura des moments où ça va tanguer un peu, hein, ça va bousculer, principalement les émotions. Rassurez-vous, le corps ne sera jamais affecté par une absence de café ou de produits laitiers ou tout ça, ou de viande. Mais en tout cas, c'est intéressant d'alléger. On va alléger. On peut faire appel à un praticien en Ayurveda, mais vraiment, je pense qu'on a énormément d'outils qu'on peut faire tout seul. Donc pour répondre strictement à ta question, premier conseil, c'est comprendre qu'on est conditionné. Et une fois qu'on a commencé à intégrer ça, au niveau alimentaire ou au niveau des sollicitations, enlever les choses qui nous semblent pas forcément vitales. Et on verra qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui est vital. D'accord. Et on peut aller loin, on peut même se dire, est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Est-ce que j'ai besoin de travailler? Est-ce que j'ai besoin d'avoir Internet? Et la réponse est peut-être oui à toutes ces questions. Oui. D'accord? Mais c'est vachement bien de se les poser, ces questions. Avec intégrité et honnêteté vis-à-vis de soi-même, on n'a rien à prouver aux autres. Mais moi, si je me pose la question, est-ce que j'ai besoin d'Internet? Je vais dire oui. Donc moi, je continue à utiliser Internet. D'accord? Et il y a des gens qui vont peut-être se dire, ah non, mais moi, Internet, ça me saoule, ça me fatigue, ça me prend trop de temps. Allez, j'essaye de passer 3 semaines sans Internet. Voilà. Ça semble un peu radical. Bon, je donne ces exemples un peu pour stimuler, pour donner des idées, mais chacun va trouver un peu dans son histoire des choses pas forcément qui l'encombrent, mais qui sont peut-être pas nécessaires. Ça peut être des relations aussi. Il y a peut-être des gens qui nous font pas du bien de croiser tous les jours. D'accord. Ou un travail, n'importe quoi. D'accord. Donc le but, c'est peut-être de retourner à la source, d'épurer au maximum, puis après de reconstruire avec le minimum de conditionnement possible. C'est bien ça? Oui, je précise un peu le minimum de conditionnement possible. Je parle pas d'austérité ni d'ascétisme, forcément. Ça peut être une voie intéressante, hein, évidemment. Mais vraiment, à partir du moment où on comprend que nos conditionnements en sont, Oui. ils deviennent plus des boulets. Ils deviennent plus des choses qui nous empêchent d'avancer. Quelqu'un qui
quand j'étudiais l'Ayurveda, on avait un prof qui était plutôt avancé dans son parcours intellectuel, spirituel autour de l'Ayurveda. L'Ayurveda, il faisait ça depuis 30 ans. Et il a dit, mais moi, je continue à aimer les voitures de course. Il achetait des voitures qui allaient vite, machin, avec des turbos. Et, et c'était son histoire. Et s'il est complètement bien avec ça, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mm. Donc, il y a des démarches spirituelles qui vont prôner un ascétisme un peu puissant. Et honnêtement, j'ai rien contre ça. Mais c'est pas la seule voie possible. Et en Ayurveda, euh, si je compare avec le yoga, en yoga, on aura tendance à être un peu plus euh, euh, on essaie d'aller le plus loin possible. En Ayurveda, on est un peu plus pépère, tranquille, tu vois. Et, Mm. euh, et les deux sont complémentaires. En Ayurveda, on peut être super extrémiste, et puis en yoga, on peut pratiquer avec beaucoup de tranquillité, hein, évidemment, hein. Oui. Voilà, donc il y a un chemin, le meilleur chemin, c'est le nôtre, c'est un chemin individuel qu'on va créer soi-même. Parfois, on a besoin d'être accompagné parce que on commence à tirer un fil et puis la pelote, elle vient entière. Et il y a plein de choses qui se déplacent, évidemment, quoi. Et on peut avoir besoin d'être accompagné un moment, mais dans mon métier, alors en consultation que je peux donner, et puis aussi dans les formations que je donne, je pense que le but final, c'est de donner au maximum aux gens les outils pour une autonomie. Mm. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, euh, euh, on perd notre autonomie pas parce qu'il nous manque quelque chose, parce qu'on a quelque chose en trop. Et l'autonomie, on l'a au fond de nous-mêmes. Et ça revient, on parle finalement d'une autre manière, on parle de la même chose qu'il y a 10 minutes, c'est-à-dire ce pouvoir naturel d'auto-guérison. Ce pouvoir naturel d'auto-guérison, ce pouvoir naturel euh, d'auto-satisfaction, d'autodétermination. Tu vois? Et plus on va être indépendant, et plus on va pouvoir s'ouvrir au monde. Mm. Et notre société aujourd'hui, elle a tendance à nous déresponsabiliser. C'est toujours la faute des autres. Quand on est malade, on va voir le médecin, on lui dit, je ne vais pas bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mm. Et moi, j'aimerais entendre plus souvent, je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Aidez-moi à trouver ce que je peux faire pour aller mieux. Oui. Voilà. Quelle que soit la technique, même en allopathie, tu vois, Mm. évidemment, enfin, comme beaucoup de gens, on est venu à l'Ayurveda parce qu'on était peut-être d'une certaine manière en colère contre l'allopathie, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en tout cas, moi, j'aime bien cette idée d'autonomie, d'intelligence individuelle qui est complètement jumelée à cette intelligence collective. Oui. Voilà, sociale et collective au niveau du cosmos. C'est Mm. la même chose dans plusieurs niveaux, en fait. D'accord. Voilà. Et J'ai répondu à ta question? oui, Oui, parfaitement, ok, c'était très super. clair. Super. Et enfin, il y a une petite réflexion que je me fais. On parle souvent aussi de l'Ayurveda en tant que médecine. Est-ce que pour toi c'est vraiment une médecine et dans ce cas-là, ce serait plutôt préventif, curatif, ou alors c'est peut-être plus un mode de vie, une façon. Enfin, tu parlais de grille de lecture. C'est quoi un petit peu ton point de vue sur ça? Alors, dans la communication courante, on aime bien dire que c'est de la médecine préventive, on s'occupe des gens pour qu'ils restent en bonne santé plutôt que de les soigner quand ils sont malades. Il y a aussi, moi j'entends souvent cette comparaison avec la médecine chinoise, que je connais pas hein, d'ailleurs, mais avec la médecine chinoise où paraît-il qu'en Chine, jadis, on payait le médecin quand on était en bonne santé et on le payait plus quand on était malade, c'était à lui de nous remettre en bonne santé. Moi, je trouve l'idée assez magnifique, sauf que à nouveau, ça nous responsabilise pas individuellement. Tu vois, à Mm, nouveau, c'est le médecin qui est responsable de notre santé. mm, Donc moi, j'aime pas trop cette idée globalement, même si elle semble un peu jolie au premier abord. Euh, Préventif et curatif, en fait, euh, c'est un peu la même chose. Je vais peut-être t'étonner en disant ça. En Ayurveda, on nomme 6 stades de déséquilibre. De déséquilibre des doshas, en l'occurrence, de Vata, Pitta ou Kapha. Mais le premier stade de déséquilibre, c'est quand tu as un peu froid et que tu mets un pull. Tu as déséquilibré Vata, il t'a donné une information, il t'a dit, oula, il y a un peu trop de froid, habille-toi. Et là, ça monte au cerveau, et tu intellectualises, ah, je ressens du froid, je mets un pull comme ça, je vais calmer Vata. Alors, ton cerveau, il pense pas à Vata, mais c'est direct, c'est de l'information directe qui passe pas par le mental. T'as froid ou t'as chaud, tu enlèves ou tu mets un pull. Voilà. mm. Et ça, on est déjà en curatif, tu Oui, vois. oui. Quand,
quand le soir tu as sommeil, tu vas te coucher, tu es en curatif. Mm. Voilà. Quand, je sais pas, quand tu as la peau un peu sèche, tu te mets de l'huile, tu es en curatif. Mm. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, sur les 6 stades de maladie, donc le premier, c'est juste une petite information des 5 sens, et le sixième, c'est quasiment cancer qui s'est développé dans tout le corps, tu vois, pour donner un peu l'échelle. Mais la maladie telle qu'on l'entend en Occident, donc j'ai un rhume, j'ai une sciatique, j'ai de l'endométriose, euh, toutes ces maladies, on est au quatrième niveau de déséquilibre, Mm. d'accord? Ça veut dire que quand on arrive au quatrième, on n'a pas réussi à équilibrer le dosha quand ils nous ont manifesté leur déséquilibre au premier, au deuxième et au troisième niveau. D'accord. D'accord? Mm. Quand tu as des sensations bizarres, tu te sens pas très bien, tu es fatigué, tu es stressé, tout ça, on est déjà deuxième voire troisième niveau. Et si Mm. tu calmes pas la cause ou si tu calmes pas les doshas, quelle qu'en soit la manière, euh, soit dans les 3 jours, soit dans les 10 ans, tu vas passer au niveau 4 de maladie. Mm. D'accord? Et là, tu vas aller voir le docteur. Tu vas dire, docteur, j'ai une sciatique ou j'ai de l'endométriose ou je sais pas quoi. Mm. Donc, en Ayurveda, je dis ça un peu avec une certaine ironie, mais on est toujours en curatif. Mm. Sauf qu'on est curatif très tôt. Voilà. Oui. Moi, il y a longtemps, je connaissais même pas encore l'Ayurveda. J'étais allé voir un médecin pour une douleur d'articulation. Et j'avais passé un scanner. Il y avait rien sur le scanner. J'avais mal au genou. Et le médecin m'a dit textuellement, écoutez, il y a rien. On va attendre que ça casse vraiment, comme ça on pourra vraiment vous soigner. Il a dit ça avec une sincérité totale, hein. Mm. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai fait de l'Ayurveda. Donc il y a toujours cette logique de c'est pas assez grave pour qu'on s'occupe de vous. Mm. Voilà. Et en Ayurveda, on imagine qu'à partir du niveau 4, voire 5, euh, les tissus commencent à être endommagés. Donc on ne pourra pas ou difficilement revenir en arrière. Voilà. D'accord. Tant qu'on est dans le niveau 3, c'est juste un déséquilibre fonctionnel. On n'est pas Mm. encore dans la matière qui est abîmée. Donc ça, a priori, on a de grandes chances de pouvoir le résorber. Voilà, D'accord. par les plantes, l'alimentation, des massages, philosophie, yoga. Hein. Le yoga fait partie de l'Ayurveda ou l'inverse, je sais pas. Mais Mm. quelle qu'en soit l'aide technique, en tout cas, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on croise les doigts et si tout se passe bien, on arrive à résorber au moins au niveau 1 ou 2. Voilà. D'accord. Et on n'aura Ok. pas de maladie chronique à 60 ans. Ok. Voilà, idéalement. C'est peut-être aussi un petit peu comme on parlait au début de l'entretien, c'est toujours repérer les différents éléments, puis entrer dans la danse au lieu de rester rigide sur ses positions, et puis bah du coup contrebalancer et équilibrer le fil au plus tôt peut-être. J'aime bien l'idée de danse. Ouais, comme tu l'as proposé, j'aime vraiment bien l'idée de danse des 3 doshas et des 5 éléments qui sont toujours en train de danser. C'est une danse cosmique. On parle de Mm. ça en yoga aussi, hein. On Ouais, parle pas des doshas, mais on parle du danseur cosmique. Et, Mm. euh, et l'Ayurveda, c'est que danser avec les éléments et pas aller contre eux. Mm. Euh, Tu fais du rafting, tu vas ramer pour pas tomber, mais tu vas pas ramer pour remonter la rivière. Ouais. Voilà. Quelqu'un qui est tout grand, tout maigre, il va pas faire du rugby, ça c'est contre nature. Il peut faire de la musculation, s'entraîner, et il va s'en sortir, mais c'est contre nature. Voilà. D'accord. Et nous, en Ayurveda, on cherche pas à être quelqu'un d'autre, on cherche à être soi-même et à obéir à la vie. Voilà, c'est un peu le maître mot. Et, il y a une question aussi que je voulais te poser, c'est par rapport à l'hygiène mentale qui est préconisée par l'Ayurveda. En yoga, on fait beaucoup de méditation, de ce genre de pratique. Est-ce que l'Ayurveda conseille ce genre de choses ou peut-être personnalisé aussi selon sa constitution? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça aussi c'est très important. Jusqu'à présent, on a parlé un peu de la matière, on était encore un peu dans le grossier. Même les doshas, on est quand même dans la matière. Vata, Pitta, Kapha, on est quand même dans le corps physique. Euh, Globalement, pourquoi les doshas se déséquilibrent? Par manque de sagesse, par ignorance. D'accord? Euh, et donc on est dans Rajas. Pourquoi ce déséquilibre? C'est Rajas qui déséquilibre les doshas. Et pourquoi le corps s'abîme à cause de Tamas? Mm. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait contre Rajas et Tamas?
on essaie de trouver les causes qui pourraient les augmenter. Donc de la paresse intellectuelle, de la nourriture industrielle. Tout ce qui peut augmenter ta masse, on va essayer de l'enlever. D'accord? Tout ce qui augmente Rajas, on va essayer de l'enlever. Il y a énormément de stimulation Rajas dans notre société actuelle. Beaucoup de médias, beaucoup de stress au travail, beaucoup trop d'actions. On fait trop de choses en fait. On mange trop et on fait trop de choses. On... Personne, personne passe 2 heures par jour à être tranquille. Peu de gens le font. D'accord? Et ceux qui le font, ça peut être avec une énergie de tamas, d'épuisement. Donc, on est toujours dans Rajas, c'est tamas. Et l'idée de l'Ayurveda, c'est de développer sattva. Donc, à nouveau, quelles qu'en soient les techniques, évidemment, il y a la méditation, c'est une technique qui est hyper intéressante. On peut faire de la méditation en augmentant Rajas. On peut faire de la méditation avec un tempérament de guerrier, de compétiteur. Et là, le mental va s'auto-proclamer maître des lieux et il va s'auto-proclamer maître de sattva alors qu'il est complètement dans Rajas. Et par tamas, par ricochet, puisqu'il est dans l'ignorance de lui-même. Oui. Donc je me méfie un peu de ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, on cherche évidemment à développer sattva. Quand on est dans sattva, on n'aura plus besoin de théorie, on n'aura même plus besoin de savoir ce que c'est les 3 doshas. On va être dans l'instant, on va être dans l'amour profond, l'amour de nos proches, mais l'amour de la vie, l'amour de la nature, et on va être connecté avec elle. Donc aller se promener dans la forêt et puis dormir au pied d'un arbre. Voilà, c'est si ça vous plaît, si ça te plaît pas, faut faire autre chose. Mais et on peut développer sattva en ville. Il y a des gens en Inde qui sont éveillés, qui sont chauffeurs de taxi à Bénarès, tu vois. Et ils sont dans une hygiène mentale qui est très, très développée. Et comme on peut avoir quelqu'un qui vit dans la forêt et puis qui va être complètement archaïque, colérique ou voilà, dans une énergie rajas tamas. Évidemment que l'Ayurveda préconise au quotidien un développement de sattva au maximum. D'accord. Clarté, pour ceux qui connaissent pas ce concept-là, c'est la clarté, c'est la connexion à la vie, profondément. Voilà. Et est-ce que tu aurais peut-être, pour terminer l'entretien, des conseils assez globaux, génériques pour les auditeurs, déjà pour augmenter un petit peu leur bien-être, des choses toutes simples, peut-être que tu préconises aux personnes qui viennent te voir? Ouais. Alors, les personnes qui viennent me voir, je leur donne des conseils individualisés. Ouais. Mais effectivement, il y a quand même des choses qui reviennent une fois sur deux. Bon, le plus simple à modifier, où là on risque pas de se faire du mal, c'est l'alimentation. Manger, alors déjà conscience quand on mange, l'action de manger, prendre conscience, manger lentement, on met dans la bouche, on pose les couverts et on mâche 20 fois, 30 fois et on avale. D'accord? Les meilleures carottes bio du monde, magnifiquement bien préparées, si on les avale d'une traite en regardant la télé, les informations à 20h, on va pas bien les digérer. Donc, action de manger, tranquillité et paix. On peut discuter, hein, on peut faire des repas en silence, on peut discuter en mangeant, si on parle de choses agréables et en douceur. Pour la qualité des aliments, ça c'est important. Comme on a dit il y a 5 minutes, on est dans sattva. Et sattva, c'est des aliments qui ont du prana, qui ont de la vie. Donc, on bannit complètement tous les aliments industriels. D'accord? Tout ce qui est emballé, c'est industriel. Même en biocoop, même en magasin bio. Donc, on privilégie céréales, légumes, légumineuses. Voilà. D'accord. Tout ce qui est existant, on peut enlever. Thé, café, tout ce qui est animal. Alors, le lait, je ne vais pas en parler, ça nécessiterait un entretien d'1 heure juste pour parler des produits laitiers, mais la viande. La viande, moi, personnellement, je suis végétarien, mais je suis pas pro-végétarien à tout prix. Mais la viande, c'est quelque chose qui alourdit le corps et qui alourdit l'esprit, qui est très dur à digérer sur du long terme. Si on mange une cuisse de poulet tous les 5 jours, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si on mange de la viande rouge tous les jours ou du porc, là, c'est un problème. Et personne peut aller mieux grâce à ça. Donc ça, c'est un conseil qui va pour 100% des gens. Personne ne peut prétendre aller mieux en mangeant de la viande tous les jours. Voilà.
Et dernier conseil, euh, les 3 piliers de la santé en Ayurveda, c'est alimentation, sommeil et relations sociales. Et familiales, en fait. Et Hmm. Brahmacharya, c'est même quasiment relations sexuelles, en fait. Mais si on est un peu plus large que la vie sexuelle, c'est la vie sociale, la vie familiale et la vie sociale. Donc, une vie saine, pour l'Ayurveda, c'est une alimentation vivante et bienveillante. Et nous, on doit être, nous, bienveillants pour elle. Un bon sommeil, quelqu'un qui dort pas bien, on tombe dans Rajas. Et les doshas vont se déséquilibrer. Le sommeil de qualité et une vie sociale satisfaisante. Il y a des gens qui ont besoin d'être seuls, faut pas qu'ils voient trop de monde. Il y a des gens qui ont besoin qui se nourrissent des autres, il faut qu'ils voient du monde. Voilà. C'est D'accord. la base de l'Ayurveda. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette conversation, Didier. C'était extrêmement riche et avec bourré de bons conseils. Un dernier mot, si les auditeurs veulent te joindre ou te trouver, tu pourrais donner ton site internet ou la meilleure façon de se connecter à toi? Alors oui, actuellement, moi je travaille sur Toulouse. Ça va bouger dans pas très longtemps. Mais si les gens veulent être au courant, ils peuvent consulter mon site et s'inscrire à la newsletter. Je suis pas, j'y vais pas tous les jours, mais en tout cas, j'envoie une newsletter tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, allez sur le site internet udana-ayurveda.fr et il y a une page pour s'inscrire sur la newsletter et vous verrez un peu les actualités, les prochains stages que je vais donner et, euh, et les prochaines consultations qui vont être plutôt réduites ces prochains mois, mais voilà, je suis toujours dispo pour au moins un téléphone si je peux pas recevoir les gens en rendez-vous. D'accord. Ben, merci encore et puis on mettra tout cela sur les notes du podcast. Ok, Très bonne soirée merci à toi, Caroline. En Didier. tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci de vous être joint à notre conversation. Vous trouverez toutes les notes sur cet épisode à la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Un petit annoncement que je voulais aussi vous livrer pour conclure cet épisode. Ça y est, je lance mes activités à la rentrée. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYGOA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, à Liman Douce, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Pour cette première édition, nous allons partir en hypnose à la rencontre de notre animal totem. Quant à la matinée du yoga, elle sera consacrée à l'exploration du chakra racine. Décollage le 20 septembre.